Le rappel de mes prédécesseurs justifierait une très grande discrétion, puisque aucun retour n'a été possible. Mais il est exact que, je ne parle pas de moi, mais de ce qui peut se produire dans les années qui viennent, le quinquennat, raccourcissement donc du mandat, l'allongement de l'espérance de vie, qui vaut aussi pour les anciens présidents, et les rythmes de la vie politique peuvent à un moment justifier une prétention. Mais c'est vrai que les Français n'ont pas envie de revoir le même film. C'est un principe. Alors peut-être, pour ce qui me concerne, n'ayant pas été battu, ayant pris la décision de ne pas être candidat, il pourrait avoir une quelconque indulgence. Mais je ne suis pas sûr que ce soit nécessairement l'attitude qui conviendrait à un ancien président de se porter immédiatement dans le débat public. C'est pas ce que j'ai voulu faire à travers ce livre. Au contraire, j'ai voulu donner aux lecteurs l'expérience de ce qu'est la présidence de la République, pour qu'ils comprennent bien ce qu'ont été mes choix, ce que sont les résultats, les regrets que je peux exprimer, les événements que j'ai pu rencontrer, les épreuves que j'ai pu traverser, pour ensuite qu'ils en fassent le meilleur usage. C'est pour ça que j'appelle ça des leçons. Mais vous pourriez dire que vous ne serez plus jamais candidat à aucune élection ? Non, je dis que je n'étais pas en retrait de la vie politique, même si je n'ai aucun mandat, ni aucune ambition électorale, mais venant à votre micro, vous m'interrogez nécessairement sur la vie de mon pays, sur le service public, sur un certain nombre d'événements qui se produisent. Et je ne pense pas qu'un ancien président doive être nécessairement silencieux. Et pour ne pas être silencieux, j'avais plusieurs façons, ou de parler sans cesse, je n'ai pas pris cette option, ou d'écrire un livre, parce que là, je mets véritablement mes pensées en ordre et je les mets en confrontation avec ce que j'ai fait, pas avec ce que je pourrais faire. Un livre où d'ailleurs vous faites ce bilan, le bilan du quinquennat, où vous essayez, pour poursuivre ce qu'a dit Frédéric Seyss, de montrer en quoi la voie que vous avez suivie était selon vous une bonne voie à François Hollande, notamment dans un passage que vous avez intitulé « Philosophie de la décision », vous dites que la sagesse interprétée comme le signe d'un embarras, le fait d'avoir par moment donné du temps pour prendre certaines décisions, tandis que d'autres considèrent qu'il faut trancher et peut-être se précipitent là où il voudrait dire qu'il y a du dynamisme. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cette méthode de gouvernement vous paraît adaptée au gouvernement de la France ? Un quinquennat, c'est court. Donc il est nécessaire, quels que soient les contextes, de prendre des décisions. Et je n'en ai écarté aucune, ni sur le plan économique, ni sur le plan européen, pas davantage sur le plan international. La question, c'est le temps que le président doit prendre pour choisir la bonne option. Moi, dès la fin de 2012, notamment sur le plan de la stratégie économique, industrielle, la compétitivité, j'avais, avec le Premier ministre, pris l'ensemble de mes responsabilités. Pareil pour la question internationale dès janvier 2013. Mais il y a eu, de la part des médias, mais je ne veux pas surtout les mettre en cause, puis finalement, ils ne sont pas tous les mêmes. Il y a eu l'idée que ce qu'il fallait, c'était un président, parce qu'ils étaient encore restés sans doute dans le modèle ancien, qui pouvait être un modèle futur d'ailleurs, qui tranche, brutalise, verticalise, alors en disant là, il se passe quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passe quand on veut aller trop vite ? Le blocage, l'incompréhension, les fractures. Donc la sagesse n'est pas forcément la lenteur. La sagesse, c'est la meilleure façon d'avancer. Ça ne garantit pas la popularité, parce que pour autant, on peut être normal et pas nécessairement populaire. Frédéric Seyss. Il y a un paradoxe à la lecture de votre livre, c'est qu'on sent bien qu'il y a une partie de la population qui estime que les responsables politiques sont impuissants aujourd'hui. Et en même temps, vous rappelez aussi que le président de la République française, par rapport à nombre de ses homologues, dispose d'un pouvoir très étendu. Est-ce qu'au cours de votre mandat, parfois, vous vous êtes dit le président de la République, sous la Ve République, a trop de pouvoir en France ? Non, je n'ai pas pensé ça. J'ai pensé qu'il n'y a pas assez de contre-pouvoir en France, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire le président doit avoir des prérogatives. On va prendre un exemple très concret sur la décision de faire des frappes en Syrie dès lors que l'arme chimique a été utilisée. J'approuve cette décision. Et je l'ai moi-même
je l'aurais voulu beaucoup plus massive en 2013, lorsque le Bachar el-Assad avait massacré plus de 1500 personnes avec de l'arme chimique. Pour que ce soit efficace, il faut que le président puisse en décider vite l'usage. S'il attend, c'est ce qui s'est passé avec Barack Obama en 2013, qui n'est pas un président impuissant, mais qui est un président qui voulait consulter le Congrès, ce que je pouvais absolument comprendre pour des raisons démocratiques. Mais là, il se privait d'une capacité d'intervention. Si, par exemple, pour le Mali, j'avais dit, je suis président de la République, je pense qu'il faut absolument empêcher que les djihadistes envahissent le Mali et prennent Bamako, mais je vais consulter le Parlement, c'était trop tard, ils étaient à Bamako. Donc il faut qu'il y ait cette prérogative. Après, il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs parlementaires, également dans les territoires, les partenaires sociaux, et par exemple, sur la question sociale, est-ce que c'est le président qui doit décider de ce que va être le marché du travail, les questions de statut, ou est-ce que c'est une négociation? Et chaque fois que les partenaires sociaux, c'est pas toujours le cas, chaque fois que les partenaires sociaux arrivent à une réforme, elle est beaucoup plus facile à faire accepter que lorsque c'est le président qui le veut seul. Sur les contre-pouvoirs, dans le journal Le Monde, vous déclarez « L'ancien monde a un nom, ça s'appelle la démocratie, avec des partis politiques, avec des syndicats, avec un parlement, avec des élus et une presse. » Sous-entendu, le nouveau monde n'est pas vraiment soucieux de ces contre-pouvoirs-là. Pourtant, il y a eu une interview dimanche soir que vous avez sans doute regardée, qui a fait la part belle à la presse, en tout cas qui a répondu à des journalistes qui n'étaient pas spécialement alignés sur le pouvoir. Mais c'est pas le sujet de savoir si les journalistes sont alignés ou pas. C'est de savoir si la presse va être le vecteur de la communication des dirigeants. En l'occurrence, là, ça l'était à travers cette émission, et elle était attendue. Mais ça doit être, pour ce qui me concerne, la relation qui doit être au sommet de l'État la bonne. Faut-il aussi que la presse se fasse respecter et puisse, non pas simplement dans l'impertinence ou dans la critique systématique, aller au fond des questions, décrypter ce qu'est l'attitude du pouvoir, donner un éclairage à l'opinion. Et dans le livre sur les leçons du pouvoir, je lance une alerte. La démocratie, elle est partout en recul. En Europe, je ne parle pas dans le monde, où c'est évident, mais en Europe, pas simplement en Europe de l'Est, où on regarde les régimes qui sont tentés par l'autoritarisme et l'extrémisme. Mais dans l'Europe dite de l'Ouest, où on voit bien les partis de gouvernement sont châtiés, les populistes ont le vent en poupe, la presse est plutôt en difficulté, le Parlement est mis devant une responsabilité limitée. Vous parlez de démocrature dans votre livre. Oui, c'est pas le cas de la France, mais c'est le cas dans beaucoup de pays qui hier prétendaient entrer dans le jeu démocratique, qui s'en sont écartés. Russie, Turquie, ai-je besoin d'insister? Mais en France et en Europe, on voit bien qu'il y a un risque. Alors, on dit c'est formidable, maintenant on va peut-être se passer des syndicats, des corps intermédiaires, des partenaires sociaux, patronat compris, hein, où on va réduire le nombre de parlementaires. Pourquoi d'ailleurs 400, pourquoi pas 200, pourquoi pas 100, pourquoi pas 3 donc vous défendez... Je défends pas le système, parce que dans la campagne présidentielle, mais c'était déjà vrai avant, on a dénoncé le système. Mais c'est quoi le système ? C'est quoi l'organisation de la démocratie, des partis, des forces sociales? C'est quoi le système quand il s'agit d'avoir du service public, d'avoir une presse indépendante? Ça s'appelle tout simplement ce que nous avons mis des années à obtenir, la démocratie. Un exemple de pouvoir et de contre-pouvoir, la justice, le judiciaire. Durant votre quinquennat, il y a eu un certain nombre d'affaires politiques avec l'impression qu'il pouvait y avoir confusion de pouvoir. Par exemple, les écoutes de Nicolas Sarkozy. On s'est rendu compte que la garde des Sceaux, Christiane Taubira, avait ses écoutes. Elle a brandi, vous vous en souvenez, une feuille montrant qu'elle disposait de ses écoutes. On a dit également que la procédure lancée contre François Fillon arrivait à un moment opportun. Qu'en pensez-vous, François Hollande? Est-ce que
vous avez respecté cette indépendance de la justice? Pleinement. Et de manière continue durant le quinquennat. Il n'y a pas une affaire, car il y a toujours à un moment des affaires, des scandales, des détournements qui méritent la plus grave sanction. Mais jamais il n'y a eu une intervention de l'État, du chef de l'État, de la garde des Sceaux, sur une affaire en cours. Alors, pourquoi avait-elle, dans ce cas-là, les écoutes? Qu'il y ait, j'y reviens dans le livre, qu'il y ait une transmission d'informations sur une procédure, c'est la logique qui existe dans notre système judiciaire, où la garde des Sceaux a des informations qui lui sont remontées par les parquets. Mais elle n'a pas, à l'époque c'était Madame Taubira, elle n'a pas, elle, lancé des écoutes. Les écoutes ne peuvent être décidées dans notre pays que par la justice ou par une commission indépendante avant que le Premier ministre ne prenne lui-même la décision, et avec des contrôles qui sont systématiques. Donc il n'y a pas, je veux que les auditeurs le comprennent bien, parce qu'on a tous des fantasmes sur ce qu'est l'État, sur ce qu'est ces tentatives, sur l'opportunité, encore une fois, du de la vie contrôle privée, ou d'essayer de déstabiliser. La procédure lancée contre François Fillon. La justice a travaillé de manière indépendante. Elle n'a pas été suscitée, provoquée. Moi, je n'en savais rien quand j'ai entendu parler de cabinet noir. Mais c'est une conception qui n'a jamais été présente dans mon esprit et qui n'est pas possible juridiquement. Et heureusement qu'un président de la République ne peut pas convaincre un juge de lancer une procédure. Et il faut accepter cette culture de l'indépendance de la magistrature. Et il faut accepter qu'il y ait des procédures qui soient lancées, y compris contre les puissants, même si ceux-là doivent disposer des mêmes garanties que tous les justiciables. Frédéric Seyss. Question sur l'Union européenne. On parle souvent de la présidence de la République comme la magistrature suprême, mais est-ce que c'est si suprême que ça? Dans plusieurs chapitres de votre livre, on pressent aussi ces contraintes qui enserrent le président de la République, contraintes budgétaires, mais pas seulement. Vous faites part aussi de ces réunions parfois interminables dans lesquelles aucune décision n'est prise. Est-ce que finalement c'est une magistrature si suprême que cela? Non, mais nous sommes dans une Union européenne et nous sommes dans le monde. Donc le président de la République, quelles que soient ses prétentions ou même ses prérogatives, ne peut pas agir pour les autres ou pour le compte des autres qui n'ont pas voté pour lui. En l'occurrence, le président de la République française, il n'a pas été élu par les Européens. Alors il faut qu'il fasse avec. Et souvent, on présente l'Europe comme un carcan. Non, l'Europe devrait être un levier. Et le plus difficile, je le révèle dans le livre, c'est de discuter à 28. C'est de prendre la bonne décision sur les réfugiés. Vous décrivez ces réunions avec des propos liminaires qui sont censés durer chacun 5 minutes, et 3h30 plus tard, on y est toujours. On y est toujours sur les réfugiés, sur la crise de la zone euro, où chacun, quelle que soit la taille de son pays ou l'importance de son économie, essaye de faire valoir son point de vue. Et c'est pour ça qu'un des défauts de l'Europe, c'est pas la décision qu'elle prend à la fin, c'est le temps qu'elle met pour la prendre. Alors Emmanuel Macron a fait un long plaidoyer hier devant le Parlement européen de Strasbourg. À l'issue de ce plaidoyer, voici ce qu'en a dit Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. Je voulais tout d'abord dire luxembourgeois que je suis, européen que je veux être. Toute mon émotion, mon amitié de voir le président de la République s'exprimer de la façon dont il s'est exprimé. La vraie France est de retour. La vraie France est de retour. Comment comprenez-vous cette remarque ? Je pense que c'était sans doute par rapport à l'extrême droite et par rapport au Front National. Mais je n'aime pas. C'est pas elle qui était au pouvoir juste avant. Oui, mais je n'aime pas l'expression vraie France. Il n'y a qu'une France et qui doit parler par la voix du président de la République. Mais comme si cette France s'était absentée pendant les dernières années. Jean-Claude Juncker en sait quelque chose. La France a été très présente dans cette période. Sans la France, la Grèce ne serait plus dans la zone euro. Sans la France, il n'y aurait pas eu un plan d'investissement dont Jean-Claude Juncker porte le nom. Sans la France, il n'y aurait pas eu l'union bancaire et la lutte contre la fraude fiscale telle que nous la menons. Et sans la France, il n'y aurait pas eu, avec l'Allemagne, la possibilité d'agir pour empêcher que la guerre en Ukraine se produise à nos portes. Donc la France, elle n'est pas simplement dans la parole, elle est dans l'action. François Hollande, justement, vous revenez assez longuement sur la parole présidentielle dans les leçons du pouvoir, le livre que vous publiez chez Stock. Et finalement, vous dites en quelque sorte, j'ai cherché beaucoup de formules,
et aucune n'a véritablement fonctionné. Expliquez-nous. D'abord, quand le président arrive, c'est mon cas en 2012, on lui dit qu'il faut être rare. Pour que votre parole soit entendue, elle doit être suffisamment exceptionnelle pour que d'un seul coup le pays s'arrête et vous entende avec une attention toute religieuse. Eh bien, ce temps-là est terminé. Il pouvait valoir sous François Mitterrand et avant même avec Charles de Gaulle, mais ce temps-là est fini. Chaque jour, le président s'exprime. Et sa parole, d'ailleurs, c'est un des problèmes que j'ai pu rencontrer. À la fin, finit par se diluer. Vous avez trop parlé jour. Mais parce que chaque jour, il y a un discours à faire. Parce que chaque jour, il y a un événement à commenter. Parce que chaque jour, il y a une décision à prendre. Ce qui fait que l'agenda du président, c'est forcément un déplacement, heureusement. Et donc, à chaque fois, une prise de position. Ce qui a changé, c'est qu'avant, c'était aussi, pour le président, une activité pleine et entière. Mais il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les multiples médias, il n'y avait pas les chaînes d'information. Donc, il pouvait distiller sa parole. Justement, vous parlez de Carmaux, ce déplacement où vous rendez hommage à Jean Jaurès, et tout est éclipsé totalement par une pancarte et quelques manifestants. Exactement, parce que pour les journalistes, il faut bien qu'il y ait un événement, une anecdote. Donc pour Carmaux, c'est le pays de Jaurès, François Hollande vient rendre hommage à Jaurès et il est contesté par un certain nombre de manifestants. Mais on a vu aussi pour l'île de Saint. Pour l'île de Saint. Alors, l'île de Saint, il pleut. Bon, c'était quand même une information toute relative, mais ça devenait l'information, le fait du jour. Il pleut et François Hollande ne s'est pas abrité. Ben non, quand on rend hommage à ceux qui ont sauvé la France et qui sont partis pour l'onde de l'île de Saint, on ne dit pas qu'on va s'abriter derrière sous un parapluie. Il n'y avait mais pas que cela, François Hollande. Il y avait aussi, par exemple, ce livre de conversation avec des journalistes, nos confrères d'Avet et l'Homme, et les conséquences qu'il a eues. Peut-être même sur votre capacité à vous représenter. D'abord, pourquoi j'avais voulu m'entretenir régulièrement, une fois par mois, avec deux journalistes, qui n'étaient pas des journalistes politiques, mais des journalistes d'investigation, précisément. Pour que je puisse leur dire, 1 heure par mois, ce qu'avait été le jugement que je portais sur les décisions que j'avais prises, et qu'ils puissent en faire ensuite l'ouvrage qui leur paraissait nécessaire d'écrire, ou utile d'écrire, plutôt après mon quinquennat. Mais c'était plutôt après ou c'était convenu après? Non, au début, ça devait se faire dans les 100 premiers jours, puis après, ils ont retardé la publication. Mais l'objet, c'était quand même de donner un éclairage sur ce que je faisais, au moins le mois. Ce qui m'a frappé dans l'ouvrage, j'ai regretté cet ouvrage par le titre, parce que des journalistes qui viennent pour essayer de comprendre disent dans un titre, le président ne devrait pas dire ça, ce qui est un peu paradoxal et contradictoire. Et donc j'ai trouvé que c'était tout à fait fâcheux, même si le livre lui-même est fidèle et même intéressant pour ceux qui veulent connaître ce qu'était ma réaction tout au long du quinquennat. Mais ce que j'ai trouvé désolant, c'est l'utilisation politique qui en a été faite, en disant comment le président parle aux journalistes, comme si mes prédécesseurs ne parlaient pas aux journalistes, comme s'il ne fallait pas parler aux journalistes. Et deuxièmement, que la presse elle-même puisse critiquer le fait qu'on puisse parler à la presse. Mais ça fait partie des contradictions de votre métier. Pour être bien précis, l'accord de départ signifiait que ce livre devait sortir après la présidentielle de 2017. C'est ça qu'on comprend, mais vous n'êtes pas tout à fait clair dans le livre là-dessus. Au départ, c'était un livre qui devait sortir après les 100 premiers jours de mon mandat. C'était l'objet. Après, ils ont souhaité qu'il y ait régulièrement une rencontre, 1 fois par mois. Et ils avaient convenu que c'était plutôt après la présidentielle. Même si, à un moment, ils m'ont dit que c'était mieux avant. Mais je les avais laissés libres de ce point de vue. Moi, je ne veux pas me défausser. Dans ce livre, d'ailleurs, il n'y a aucune façon pour moi de penser que les difficultés que j'ai pu rencontrer ou les épreuves que j'ai pu traverser seraient dues à d'autres qu'à celui qui détient la responsabilité principale. Parce que c'est ça le principe sous la Ve République. Le président a des pouvoirs, c'est normal qu'il soit à un moment jugé sur la manière dont il en a usé. Avez-vous regretté de ne pas vous être représenté quand vous avez vu la tournure de la présidentielle, le fait que Emmanuel Macron lui-même a dit avoir été élu par effraction, François Hollande? Je n'étais pas obsédé par l'idée de la réélection. Et je voudrais que chacun comprenne que quand on est président, bien sûr qu'on pense toujours à la suite de l'action, mais il y a tellement de sujets, il y a tellement de pression, il y a tellement de responsabilités
que de vouloir chaque fois renvoyer à plus tard ce qu'on a à faire me paraissait même désolant. Donc je n'étais pas obsédé par cette idée qui m'aurait amené à faire des choix uniquement par rapport à cette perspective. Mais c'était d'une certaine façon logique de vouloir poursuivre ce que j'avais entrepris. La preuve, c'est que les résultats sont arrivés, et peut-être même, si j'avais une 6e année, le jugement qui a été porté sur mon quinquennat aurait été largement réévalué. Vous dites qu'à certains moments, il y a une frustration quand les résultats sont bons de ne pas s'exprimer pour en revendiquer la paternité. Oui, mais je vous laisse le soin de le faire. Mais vous l'avez fait dans j'ai votre pensé que livre le aussi. livre était un moyen de vous donner tous les arguments. Et alors, ce que je veux dire, c'est, oui, j'aurais souhaité, bien sûr, poursuivre la mission que j'avais plus que commencé à mener. Mais il y avait des conditions politiques. Et en décembre, les conditions politiques n'étaient pas réunies pour que je puisse être un candidat victorieux. Et même si je... Mi-février, elle l'était, François Hollande. Je finis sur décembre. Si je l'avais été, je mettais gravement en péril ce que je pense déjà être une difficulté de la démocratie, c'est-à-dire qu'il y aurait eu sans doute, sûrement même, en décembre, la prévision était implacable, l'extrême droite et la droite au second tour. Au mois de février, c'était différent. Mais il se trouve que j'avais parlé au mois de décembre. Des regrets, d'autres regrets, par exemple sur la déchéance de nationalité François Hollande, qui a été probablement l'une des choses les plus commentées dans votre camp, parmi les socialistes. Oui, j'y reviens longuement dans le livre, pour en comprendre les raisons, après les terribles attentats des terrasses du Bataclan, du Stade de France, où j'avais voulu qu'il y ait un consensus national et qu'il y ait des mesures qui puissent nous rassembler. Celle-là ne venait pas de la majorité, mais venait de l'opposition. Et lorsque je prononce un certain nombre de propositions dans le discours du Congrès à Versailles, tout le Parlement se lève et adhère à ce que je viens de proposer. Et je sais que le pays peut se fracasser après les attentats. Puis après, je constate, et j'en exprime le regret, que cette mesure, la déchéance de nationalité qui existe déjà dans notre droit, peut diviser, peut même susciter l'incompréhension chez beaucoup de nos concitoyens binationaux, alors qu'ils ne sont pas concernés, puisqu'ils n'ont commis aucun acte de quelque nature que ce soit des terroristes. Alors, je considère qu'il faut retirer. Mais ce regret, je l'ai encore aujourd'hui. Frédéric Seyss. Question sur la laïcité. Dans votre livre, vous écrivez « Les socialistes, il y a un siècle, ont défini la laïcité. Ils sont les mieux placés, dites-vous, pour défendre la dignité et la liberté face au communautarisme et à l'ethnicisme. » Quand vous voyez que certains organisent des réunions dites en non-mixité raciale, on voit ça dans certaines universités, est-ce que ça vous inquiète ou bien est-ce que c'est une forme de mobilisation légitime? Non, de mobilisation légitime, sûrement pas. Ce qui m'inquiète, c'est que il puisse y avoir dans un certain nombre d'esprits l'idée que on se protège, on se comprend mieux en étant entre nous. Ce qui m'inquiète le plus dans notre société, c'est l'entre-soi, qui n'est pas le communautarisme, qui est de dire que nous sommes dans des familles très réduites et que pour nous tenir au chaud, il ne faut pas se confronter aux autres. Or, qu'est-ce que c'est que l'universalisme républicain? Qu'est-ce que c'est que l'idée de la France? C'est précisément de casser les barrières.